Salut et bienvenue sur Anacaland pour la critique avis à chaud du dernier film de Guillaume Pierret, Balles perdues 3. Dernier film d'une trilogie que j'avais beaucoup apprécié, je vous avais même parlé du deuxième dans une vidéo qui commence un petit peu à dater. Je vous l'ai mis par là si jamais ça peut vous intéresser, mais elle date un peu encore une fois. Et on avait même eu l'honneur de voir Guillaume Pierret, donc le réalisateur, passer sur la chaîne puisqu'il avait commenté la vidéo. Donc encore une fois, merci. Et si jamais vous passez par là aussi pour cette vidéo, ben bonjour, merci. Et encore une fois, félicitations pour votre très bon travail. Ça m'a fait, comme je le disais, très plaisir de revoir Montpellier, qui fait aussi que cette vidéo sera pas forcément ultra objective, puisque oui, depuis que je suis parti, même si j'ai tendance à y repasser assez souvent, ma ville de cœur me manque, la région, on fait encore une fois une petite visite touristique de Montpellier et ses alentours, on va même jusqu'à 7, j'en reparlerai aussi dans la vidéo, donc voilà, encore une fois, ça fait toujours très plaisir, voilà. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous plaît, et surtout à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, de la trilogie, des précédents, lâchez-vous en commentaire, c'est toujours très intéressant, et surtout c'est important pour le référencement, donc on fait d'une pierre deux coups. Et sur ce, on est parti. Encore une fois. Donc pour commencer, déjà j'ai eu un petit peu peur au tout début, je me suis dit ça y est, on va plus être dans le sud, on est foutu, ça va se passer en Allemagne ou quoi, déjà que j'avais il me semble dans la précédente vidéo envisagé plutôt une suite en Espagne, non au final j'avais un peu peur qu'on se retrouve en Allemagne, mais pas de panique, on retourne très vite dans le sud et ça fait du bien, puisque effectivement donc comme je disais on commence en Allemagne, donc 2 ans après la fuite d'Areski, et on suit justement le personnage d'Areski, donc ça coïncide à peu près avec la fin du deuxième, puisqu'il apprend la nouvelle de la mort de Marco, là le gars qui s'est fait buter, machin, tout ça. Et c'est vrai que au début, on a quand même ce côté très terne. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'on est en Allemagne, tout ça? Et ben en fait, pas forcément, parce que après, c'est vrai que ça a été filmé en automne ou en hiver, vu la végétation, mais c'est vrai que comparé au précédent, on est quand même sur un étalot un petit peu moins chaleureux, un petit peu moins coloré, un petit peu moins solaire, donc un petit peu moins sudiste, malheureusement. Mais ça collait quand même avec l'ambiance un peu plus lourde, un peu plus grave que dans les précédents films, puisque c'est vrai que dans les précédents, on était vraiment sur de l'action pure, avec un objectif assez clair de justice / vengeance, alors que là il y a quand même plus ce côté un peu politique, un peu lourd, des fois qui pèse un petit peu sur le film, avec notamment tout ce qui touche au personnage de Gérard Lanvin, qui est d'ailleurs vraiment pas mal à ce niveau-là dans ce film. Ce qui m'amène du coup à parler du casting, donc évidemment Alban Renoir, n'importe quoi, Lenoir, je suis trop matrixé par Clair Obscur en ce moment, mais voilà, donc Alban Lenoir, franchement il est toujours très efficace dans son rôle, il va devenir sudiste honorable avec les prestations qu'il a eues dans ce film, je pense, parce que certes c'est pas un vrai sudiste, mais il incarne très bien cette espèce d'esprit un peu de genre si tu me casses les pieds je te défonce fois 1000, donc voilà, j'ai trouvé ça assez drôle. Il incarne vraiment bien l'esprit du film, même si justement c'est peut-être un des plus importants défauts je dirais dans celui-là de film, c'est que Lino, le personnage d'Alban Lenoir, est mis un peu trop en retrait, je trouve, ce qui est dommage, même si c'est vrai qu'on avait déjà eu tout son développement dans les 2 premiers films, mais c'était justement ce qui créait vraiment un attachement assez fort, je trouvais, dans les précédents avec le personnage de Lino, et là c'est vrai qu'on a un peu envie qu'il démarre et qui se mette vraiment sur le devant de la scène, et ça arrive assez tard malheureusement dans le film, même si la construction est plutôt efficace avec justement le fait par exemple quand il est échangé par les Espagnols, tout ça, puisque ça avait terminé avec son meurtre commis après la frontière espagnole et tout, donc il y avait possiblement des enjeux assez importants là-dessus. Ils sont balayés assez vite, mais de manière plutôt efficace et cohérente, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est vrai que même tous les autres personnages, même Julia, elle est un petit peu aussi mise en retrait, même si elle est toujours très présente et très sympa dans ce film. On a un nouveau personnage aussi, Sarah, qui fonctionne plutôt bien, elle est assez drôle, donc pourquoi, enfin donc voilà, ça fonctionne pas mal, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus un peu dérangé, justement, c'est par rapport à Areski, qui prend vraiment énormément de place dans cet épisode, entre guillemets, alors que c'est un personnage qu'on a appris un peu à détester, et puis en vrai, est-ce qu'on avait vraiment envie qu'il soit aussi important, même si je comprends tout le processus aussi d'écriture, avec le côté rédemption et tout, et c'est peut-être justement
ce qu'on voit venir assez vite dans l'intro notamment du film, toute la partie justement en Allemagne. On nous le montre quand même comme un gros FDP qui il a beau abandonner sa femme, juste après il se trouve une nouvelle meuf. En plus Bichette elle paye le prix d'avoir été avec lui alors qu'elle savait rien. On voit qu'il est toujours dans les magouilles, dans les embrouilles avec les Allemands. Finalement il est trahi et ça va être un sujet assez important de ce film aussi, la trahison, au-delà de ce qu'on avait pu explorer notamment dans le tout premier film. Donc c'est pas mal, mais il y a quand même ce côté, on essaye un petit peu de nous faire naître de l'empathie chez ce personnage, un petit peu de mélancolie chez lui, des regrets, tout ça. Il essaye même de changer de camp entre guillemets, alors que bon, très vite le naturel revient au galop, hein, comme on dit. Mais c'est vrai qu'en plus il y a même ce côté un peu, il a de la chance, presque on se dirait qu'il a 9 vies comme un chat. Au tout début il évite vraiment les trucs un peu par la force du destin, tout ça. Donc on sent qu'ils essayent de nous rendre un peu plus sympathique ce personnage, et je suis pas convaincu que c'était vraiment nécessaire parce que moi j'aimais bien le détester, donc voilà. Et ensuite donc il débarque, il revient dans le sud, et là vraiment le film pour moi a vraiment commencé à ce moment-là. On a donc justement le personnage de Sarah qui est intégré assez vite, donc ça c'est plutôt cool, et le retour de Lino vraiment qui fonctionne toujours très bien. On a toujours ce personnage à la fois très badass et en même temps très fin, il a toujours une espèce d'intelligence intuitive qui fonctionne vraiment bien, donc je trouve que ce personnage est toujours assez bien écrit, même si là il passe quand même un petit peu en retrait. On a quand même de très beaux moments visuellement parlant le concernant, notamment tout ce qui est évidemment les courses-poursuites, les bagarres qui manquent un petit peu. Elles sont peut-être un peu moins violentes que dans les précédents, surtout dans le 2 où ça envoyait du très très lourd, mais on sent qu'il y a toujours ce côté assez viscéral, même presque intime dans la manière dont c'est filmé. On n'accélère pas forcément le rythme, on voit vraiment un peu c'est le bordel, et c'est du coup cohérent et naturel et réaliste. Et ça c'est plutôt cool je trouve dans ce choix, ce parti pris qui a été fait pour une action à la française entre guillemets, où on reste dans le réel, on n'est pas dans... même si... il y a quelques petits trucs, comme par exemple le coup de la moto qui vole au tout début et qui explose en l'air. Mais voilà, on reste quand même dans du concret, du réel, et ça j'ai trouvé que ça gardait la patte des premiers films, donc probablement c'était une volonté constante entre guillemets, en tout cas de Guillaume Pierret, donc jusque là trop bien. Et donc peut-être un des plus gros points positifs pour moi, mais bon en vrai c'est juste parce que aussi cette ville elle est tellement belle, les décors, la campagne autour est tellement géniale, mais il n'y a pas assez justement de productions qui sont faites grand public en tout cas, donc ça fait du bien de voir un peu Montpellier et ses environs. 7 aussi, on a même un petit retour à 7 comme dans les précédents sur la fin, donc ça fait plaisir. Et surtout je trouve que ce qui m'a fait beaucoup rire, mais bon ça c'est vraiment private joke pour ceux qui connaissent en tout cas la région, c'est la géographie qui est toujours aux fraises. Déjà j'en avais parlé dans la vidéo précédente sur le deuxième film, et là on passe de Montpellier Sud à le parc Montcalm. D'ailleurs la scène du parc Montcalm est vraiment très très sympa, ça a dû être un beau bordel à tourner et ça devait être assez impressionnant. Et après on retourne dans le sud à Antigone avec les rives du Lez, pareil la séquence elle devait être assez folle à tourner. Je pense que en plus il y a énormément de figurants, de cascadeurs aussi qui se jettent des voitures machin et tout, donc vraiment j'ai trouvé que cette séquence là de course poursuite elle était vraiment très sympa. En plus à la fin Julia elle nous fait un truc là sur les rives du Lez où elle monte sur les rebords en pente. On en a tous rêvé, ne me mentez pas les Montpelliérains, je le sais, vous en avez tous rêvé autant que moi, surtout si vous étiez ado à Montpellier. Vous avez tous rêvé de faire de la voiture ou de la moto sur ce rebord. Ben voilà, elle l'a fait, donc ça c'était assez marrant. Mais donc voilà, on a quand même une histoire au-delà de juste l'action bourrine qui fonctionne très très bien. Si j'ai beaucoup apprécié aussi la scène du tram. Alors il faudra vérifier, mais il me semble que par contre c'est pas censé être la ligne 1 qui est à cet endroit là, surtout qui va à Latte, normalement c'est la ligne 3, mais encore une fois je chipote, je fais mon Montpellierin pipiche, mais j'ai trouvé la scène assez sympa, vraiment la construction de la scène où on voit les mecs qui se battent au couteau, les gens autour ils sont en panique mais ils restent quand même à côté parce que on sait jamais, c'est peut-être un canular, on sait jamais avec TikTok aujourd'hui, puis d'un coup la panique, tout le monde leur marche dessus, machin et tout. Heureusement il y a eu des coups de feu parce que sinon je crois qu'ils auraient pas réagi, même le chauffeur du tram il se serait pas arrêté, donc ça fonctionne plutôt pas mal, un beau bordel. Et surtout, même si j'ai pas compris le pourquoi des automobilistes, eux par contre ils restent là à regarder parce que ben oui hein, le spectacle, et puis on sait jamais, on aura peut-être une histoire intéressante à raconter le soir à table. Mais ça fonctionne, encore une fois c'est comme ça, je pense que ça se passerait dans le réel. Les gens sont tellement des fois à l'ouest que voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le côté bagarre à trois où
Il n'y a pas de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, là c'est tout le monde est l'ennemi de tout le monde, donc j'ai trouvé ça assez drôle, assez bien fait. Surtout que ça aide à la construction de ce personnage, cette espèce de Terminator Scarface qui au final est quand même hyper important dans le film. Et donc cette séquence de bagarre, je l'ai trouvée plutôt, encore une fois, bien réalisée. On est assez proche des personnages, c'est assez viscéral encore une fois, donc ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ensuite ça enchaîne donc sur la course poursuite, tout ça, donc je l'ai déjà dit, elle était vraiment pas mal. Et ce personnage, justement, ce nouveau personnage dont j'ai oublié le nom, fonctionne aussi très bien. Au début, on sait vraiment pas trop sur quel pied le prendre, parce que ça a quand même l'air d'être l'homme de main de base de tout film d'action qui se respecte et tout, et au final ils lui ont donné un poil plus de background sans forcément faire plus d'efforts que ça, donc ça fonctionne assez bien. J'ai beaucoup aimé par exemple la première séquence où il apparaît, où il explose les flics espagnols et tout. On voit le côté froid, c'est vraiment ce qui me fait penser Terminator. On a ce côté froid et tout qui fonctionne plutôt bien. Et donc son évolution jusqu'à la fin où en fait c'est presque lui qui sauve la situation et tout. Et on a donc un peu cette morale sur la trahison. Tu finis toujours par payer toute trahison quelle qu'elle soit, donc ça j'ai trouvé ça plutôt efficace, même jusqu'à la fin, on a vraiment un personnage qui est jusqu'au boutiste, donc pas mal. Ça fait une petite fin un poil ouverte, même si je doute qu'il y ait besoin d'en raconter plus, mais ça laisse aussi une espèce d'ouverture sur ce personnage qui a pas forcément fait les bons choix, clairement pas, mais qui réussit à finir un peu de manière positive. En gros, il s'en sort pas si mal pour toutes les dingueries qu'il a fait, donc ça fonctionne bien. Ce qui me ramène justement au personnage de Gérard Lanvin, que j'ai trouvé à nouveau très sympa. En même temps, juste avec sa voix, il pose un charisme assez impressionnant, et il a été plutôt bien écrit, je trouve, là aussi, où on voit enfin apparaître cette espèce de big boss de l'ombre qui a été plus ou moins introduit, ou en tout cas évoqué dans le deuxième film, ce qui permettait évidemment de créer une continuité, puisque le premier était assez centré sur juste la trahison d'Areski envers Charras et Lino au milieu de tout ça, avec la fausse accusation, tout ça. Et là, à partir du deuxième, et surtout dans celui-là, on essaye de donner une dimension un peu plus importante, avec justement ce côté un peu politique et tout, et ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal, même si on pourrait penser à une réécriture a posteriori, une chose que vous le savez, je n'aime pas trop, mais là en vrai ça fonctionne, puisqu'on l'avait déjà évoqué, et notamment avec l'histoire de la trahison, de pourquoi Areski a tué Charras et tout ça, ça donne juste un peu plus de fond au pourquoi du comment, même si, encore une fois, ça joue aussi sur le fait qu'on essaye de donner un peu d'empathie envers le personnage d'Areski, puisque il a été entre guillemets forcé de tuer Charras pour sauver sa propre vie, parce qu'il avait quelqu'un de vraiment complètement dingue et complètement extrême au-dessus de lui, donc il n'y avait pas forcément le choix. Donc ça c'est un truc que j'aime pas trop quand on essaye de donner des excuses, entre guillemets, pas des explications mais des excuses à un personnage qui était vraiment bien écrit dans sa fils de puterie, alors que là on essaye un petit peu de donner de la nuance. Pourquoi pas, même si justement il finit comme il le mérite. Donc ça, l'évolution elle était presque d'apparence hypocrite, donc ça j'ai trouvé que ça fonctionnait en vérité plutôt pas mal. Et donc on a vraiment ce personnage là du commandant Race, donc au final il est que commandant, il est même pas commissaire, divisionnaire, quoi que ce soit, sauf qu'il est quand même en lice, ça on l'apprend, il est quand même en lice pour devenir chef des stupes, donc c'est quand même un poste très très élevé dans la police nationale française, donc on voit que c'est un mec qui a vraiment énormément d'emprise sur énormément de monde. D'ailleurs ils le disent, il y a vraiment ce côté politique, on a même la commissaire au début qui est en mode commission d'enquête, je sais pas quoi, et quand elle en parle, on lui dit oui mais non, c'est pas vrai, vous avez pas de preuves, du coup nous on préfère défendre notre pote, donc on est vraiment dans de la politique politicienne à gerber, et encore une fois ça fonctionne, c'était le but. Et on a donc les pontes qui défendent leurs potes plutôt que de se battre pour la vérité et la justice, donc ça je trouve que ça fonctionne très bien, surtout dans le climat actuel où personne n'est jamais content d'aucune décision, tout est clivant, tout est compliqué. Bah là j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. On a quand même aussi une remise un peu en avant d'une police, ou en tout cas de certains membres de cette police, qui sont pas juste des méchants comme dans beaucoup de productions modernes. Donc ça fait toujours très plaisir. Encore une fois, il y a toujours cette indépendance du côté de Guillaume Pierret. Et même via Netflix, on sent qu'ils ont fait quelques tentatives, tout ça, mais il a quand même réussi à garder son œuvre, je pense, intacte. Je pense il a dû lutter un petit peu, ou alors c'est que vraiment Netflix lui a fait confiance à 100%, parce que les précédents, surtout le 2, a très bien fonctionné apparemment à l'étranger. Donc à ce niveau-là, bravo d'avoir réussi à rester
droit dans une ligne directrice efficace et tout, et sans trahir forcément ce qui avait pu être fait dans les précédents, malgré le succès, donc ça je trouve ça cool. Même si justement, c'est peut-être ce succès qui justifie aussi ce changement un petit peu, notamment visuel. On sent qu'il y a aussi un step-up, je pense, par rapport au budget de tout ce qui est technique et tout, mais c'est aussi ce qui a donné ce côté, je pense, un peu terne, qui est très répandu aujourd'hui, et qui donne une espèce d'uniformité et une espèce de classe, mais qui est pas forcément toujours à propos. Et là j'avoue que le côté sud me plaisait énormément, le côté coloré, surtout même avec les bagnoles qui étaient flashy et tout, même si là on reprend un petit peu ça avec l'Alpine bleu électrique qui est très sympa. D'ailleurs encore une fois dans la scène d'Antigone, là où elle se fait exploser, je pense que ça devait être un beau bordel pour le tournage et tout ça. Donc honnêtement je crois que j'aurais aimé savoir qu'il y avait ça et retourner à Montpellier pour essayer d'apercevoir ça du coin de l'œil, parce que ça aurait été je pense que c'était vraiment une scène assez impressionnante à tourner. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque j'avais des potes qui avaient tourné dans le premier notamment, et il me semble aussi dans le deuxième, en tant que cascadeur et figurant. J'avoue qu'il faudrait que je leur demande s'ils étaient toujours présents dans celui-là, parce que c'était assez impressionnant, surtout que j'imagine que s'ils ont été présents, il y a de fortes chances que ce soit sur cette séquence-là. Donc encore une fois, une belle scène d'action qui fonctionne bien et tout. Et ouais, au niveau de l'écriture, pour terminer, je trouve que c'était efficace, ça fonctionnait, même si c'est vrai que j'aurais aimé que le Lino il soit vraiment encore plus en mode lui aussi Terminator, Jason Bourne, Die Hard, j'en sais rien, la ref qui vous conviendra, mais vraiment dans le 2 par exemple, déjà dans le premier on était sur du très très haut level, le côté racaille qui a réussi à trouver un peu la lumière, le droit chemin grâce à Charas, et puis qui part en mode roue libre complète pour casser des bouches, et encore plus dans le 2, donc c'est vrai que j'ai un peu cette sensation qu'il a été un peu trop mis en retrait. Mais bon, en même temps, ça fonctionne très bien. Et puis le final, le pré-final, hein, je parle pas de la scène de l'avion qui était plutôt pas mal aussi, surtout avec encore une fois Scarface à tort qui débarque et qui sauve le truc. Mais c'est vrai que les deux autres personnages ils sont un peu inutiles, Lino et Julia, mais on a voilà évidemment le grand méchant qui se révèle et qui se fait baiser tout simplement parce que il a été trop présomptueux et il a voulu trahir trop tôt pour le coup une personne qui au contraire lui était extrêmement fidèle et extrêmement admiratif de lui. Ils le disent d'ailleurs même dans le film, sauf qu'on le sait, trahir quelqu'un qui a autant d'attentes et d'espérances par rapport à lui, ça pouvait que mener à ça, donc ça fonctionne très bien. On a même ce petit suspense de quand ils sont dans la voiture, poum poum poum, qui c'est qui est mort. On s'en doute, hein, quand on a vu plus de 2 films, notamment d'action, dans sa vie, on se doute un petit peu de comment ça va évoluer, mais ça fonctionne toujours pas mal. Et donc ouais, non, je parlais surtout parce que bon, allez, tant que j'en suis sur le final, le côté commissaire et tout, ça nous donne un petit peu aussi ce côté tous pourris, encore une fois, avec la commissaire qui change de camp, ou en tout cas qui joue sur les deux tableaux, mais qui finit par trahir, et puis le petit coup de boule bien mérité à la fin, donc voilà, pas besoin d'en dire plus, elle mérite pas vraiment qu'on s'attarde sur elle, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la scène justement avec l'hélicoptère, le camion, les voitures, la dépanneuse, surtout le coup de la dépanneuse, ça fonctionne vraiment bien. On a Julia dans son espèce de truc militaire ultra blindé et tout, mais non, c'est Lino qui arrive avec sa dépanneuse pimpée des enfers, qui déglingue tout, et séquences de pimpage d'ailleurs qui sont toujours vraiment très très cool dans ces films là. Déjà dans les précédents c'était vraiment cool, là elle est pas très longue, elle se suffit à elle-même, mais encore une fois je trouve que le montage dynamique, le cadrage, la musique, même les petits effets d'étincelles, de machin, de tout ça, je trouve que ça marche toujours très bien. Oui, en plus on a vraiment ce côté, c'est pas des lance-roquettes qu'ils lui ont mis, c'est pas des trucs, des gadgets comme on aurait pu avoir dans d'autres trucs, non, c'est des feux d'artifice. C'était presque, ça donnait presque un peu la sensation de genre 14 juillet dans ta face, et puis voilà quoi, le mec il a défoncé un hélicoptère, un camion, des voitures, voilà, c'était très drôle, c'était efficace. Petite balade à nouveau dans la campagne héroltaise, puis après on retourne à Sète avec même le théâtre de la mer évidemment, hein. Dès qu'on doit filmer Sète on est obligé de filmer cet endroit là, mais ça fonctionnait très bien, surtout avec cette espèce de vol plané de bagnole qui était assez beau à voir. J'ai eu un peu peur pour les murs du théâtre, je vous avoue, mais heureusement tout va bien. Et donc ouais, j'ai vraiment trouvé ce côté à nouveau un peu franco-français, vraiment même presque l'esprit du sud où faites pas chier, sinon on vous rentre dedans, et puis
balèque pour les conséquences, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis même pour vraiment terminer ce coup-ci, on a en plus toujours un petit peu cet humour. Il est peut-être un peu moins présent que dans les précédents, certes, mais en même temps, encore une fois, le propos est différent aussi dans ce film-là. Mais on a toujours un petit peu d'humour, par exemple, quand Julia elle est de retour en uniforme, donc là pareil, encore une fois, on a un peu ce côté corruption de la police, Mélino qui lui balance une petite vanne. On a aussi, quand elle lui dit de pas mettre le bordel chez elle parce qu'elle a pas le temps de faire le ménage, ben effectivement, elle a pas le temps de faire le ménage parce que c'est déjà le bordel, donc voilà. Même la petite chemise hawaïenne là qui se porte, moi je l'aurais même gardé tout le long du film, ça aurait été marrant, ça aurait mis un espèce de contraste assez drôle. Puis pareil, encore une fois au niveau de l'humour, on a même de l'humour un petit peu situationnel qui est juste par rapport à ce qui est montré, pas forcément à ce qui est dit, comme un exemple tout bateau là, je pense justement encore à la scène avec les feux d'artifice et tout, c'est à la fin le petit, il a tout défoncé, il repart tranquillou et on a encore un petit feu d'artifice en mode c'était pas fini machin, donc je trouve que voilà, il y a une honnêteté encore une fois aujourd'hui dans ce film et même dans les précédents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça manque un peu. C'est un argument que j'utilise souvent par exemple quand je parle de la Corée, donc souvent par rapport à Netflix aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on va au cinéma ou même qu'on regarde des grosses productions, que ce soit Netflix, Disney, Prime, peu importe, ça manque quand même toujours un petit peu de cette honnêteté, de ce jusqu'au boutisme, de de fait d'être entier. Notamment pour l'auteur, le réalisateur, là il se trouve que c'est la même personne pour les deux, mais le fait d'être vraiment à fond dans une idée et d'aller au bout sans essayer de prendre des virages édulcorés ou tout ça, donc j'ai trouvé que le film fonctionnait à nouveau très bien, même si, encore une fois, c'était pas forcément mon préféré. Donc Guillaume Pierret, si jamais vous passez par là, désolé, mais voilà, j'ai quand même préféré, perso moi mon préféré ça restera le premier je pense, par rapport à l'intensité et puis la nouveauté. Le 2 était à nouveau très bien, mais c'est voilà, on est quand même sur une très bonne trilogie, donc encore une fois, félicitations. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour rapidement, à chaud, comme ça, en essayant de spoiler sans trop spoiler non plus, pour si jamais vous avez regardé cette vidéo sans avoir vu le film, ce qui n'est pas bien, hein, je le rappelle. Et du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film-là, des précédents, de la trilogie au global, et de la suite de carrière hein, pour Guillaume Pierret, qui je pense s'annonce quand même assez ensoleillé, espérons-le en tout cas. Et évidemment, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!